Molière le considère comme un phare, les Goncourt comme un demi-dieu. Le musée du Luxembourg propose de découvrir les portraits princiers de Rubens. C'est à découvrir à partir du 4 octobre et pendant presque 4 mois. Isabelle Schmitz, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous êtes rédactrice en chef adjointe au Figaro hors série et vous avez consacré votre dernier numéro à Rubens. En quoi cette exposition, Isabelle, est un événement assez inédit parce que finalement Rubens inspire assez peu d'expositions contemporaines. Rubens inspire peu d'expositions, surtout à Paris. C'est la première exposition entièrement dédiée à lui. Et selon le commissaire de l'exposition, Dominique Jacot, Rubens est le mal-aimé de l'histoire de l'art. C'est une référence indispensable, tout le monde le cite, tout le monde en parle, et pourtant, peu d'expositions ont été organisées sur lui. Et le commissaire de l'exposition expliquait que la France, par goût, a priori, lui préfère des peintres comme Poussin, à son époque, ou d'autres qui correspondent plus au cliché de peintre solitaire, qui crée tout seul, j'allais dire dans sa mansarde, ça fait un peu 19e, mais en tout cas d'un peintre plus ténébreux, plus maudit que Rubens, qui a eu une carrière et une vie absolument fabuleuse sous les feux de la rampe, en tout cas de la notoriété. Alors ce qu'on découvre dans cette exposition, évidemment, c'est un Rubens portraitiste qui excelle dans cet art. En quoi se détache-t-il des autres portraitistes, selon vous ? Alors, selon moi, selon les historiens d'art et selon le public, je pense qu'il ira voir l'exposition, Rubens se détache absolument des autres par sa capacité incroyable à donner vie à ses modèles. À la fois, il respecte les codes du portrait, il en subvertira certains, mais avec beaucoup d'élégance et beaucoup de succès, parce qu'il y a parfois une intention, il y a même toujours une intention derrière ces libertés qu'il peut prendre avec les codes du portrait. Mais en tout cas, en respectant ce langage assez figé, il arrive à insuffler la vie à ses modèles. Certains historiens d'art disent même qu'il met du sang dans sa palette, de façon figurée bien sûr, pour peindre en fait des êtres humains incarnés et non pas des modèles figés, inaccessibles et qui finalement se ressemblent tous d'une toile à l'autre ou d'un artiste à l'autre plus ou moins, même si ce que je dis est caricatural. Rubens était un peintre de cour toute sa vie et son œuvre c'est aussi un album de famille de la noblesse européenne. Ça c'est très intéressant, vous développez très bien cet aspect dans ce hors-série et donc en particulier celle de Marie de Médicis qui est d'ailleurs un petit peu le personnage secondaire peut-être de cette exposition, en tout cas suggéré partout. Marie de Médicis est effectivement le deuxième personnage, d'abord parce qu'on est chez elle, dans le palais du Luxembourg, qu'elle a fait décorer par Rubens pour une part, mais aussi parce qu'elle est un des points communs de toute la noblesse européenne. Elle est l'épouse du défunt roi Henri IV, elle est la mère de Louis XIII de France, la belle-mère de Philippe IV d'Espagne, de Charles Ier d'Angleterre et du duc de Savoie. Ce qui fait que tous les portraits de la noblesse européenne, des grands de l'époque, sont finalement peuvent être rassemblés comme un album de famille, en fait, de la famille de Marie de Médicis. Rubens était le peintre, non pas le peintre attitré d'un roi, mais le peintre de tous les rois d'Europe. Il se l'arrachait pour être portraituré par lui. Et il a été également un diplomate hors pair. Je vous parlais de la galerie de Marie de Médicis. En fait, la reine entendait se servir du talent de Rubens pour imposer une image d'elle au-dessus du lot, dotée de qualités qui la destinerait naturellement au pouvoir, à une époque où son fils, le roi Louis XIII, était parfaitement en âge de régner. Mais donc, par ces images de la galerie de la Reine au palais du Luxembourg, Marie de Médicis entendait montrer à tous, et d'abord à elle-même, qu'elle était cette souveraine hors pair qui était en fait légitime pour rester sur le trône. Et le cardinal de Richelieu craignait l'influence de Rubens sur la reine, mais surtout sur le roi Louis XIII, et voyait d'un mauvais œil que Rubens fasse le portrait du roi. Parce qu'il savait très bien que ces séances de pose de portrait étaient l'occasion de discussions, notamment des discussions diplomatiques, et pas seulement à la cour de France, mais aussi à la cour d'Angleterre. Là, pour le coup, on sait que Rubens a une mission officielle de la part du roi d'Espagne pour empêcher une alliance franco-anglaise qui précipiterait la guerre de l'Espagne. Quand on n'est pas spécialiste et qu'on regarde les tableaux de Rubens, notamment les Trois Grâces, qui est le tableau de référence de ce peintre, comment apprécier cette esthétique aujourd'hui pour quelqu'un donc, qui n'est pas si averti que ça ? Ce tableau monumental qui est à Madrid et qui voit qui montre trois femmes
pleine de vie, bien en chair, pas du tout en accord avec les canons esthétiques de notre époque. Et du coup, on assimile la peinture de Rubens à cela, on la réduit souvent à cela, et on ne la comprend pas. Michel de Gégère, dans son éditorial, cite l'essai très amusant de Philippe Muret, qui s'appelle La gloire de Rubens, et dans lequel Philippe Muret dit que ces trois grâces ne correspondent pas seulement à un canon de l'époque qui appréciait les femmes bien en chair, alors que maintenant on apprécie plutôt les filles très 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 minces, voire maigres. Silhouette, Voilà, une autre silhouette. C'est pas simplement ça, mais c'est aussi toute une philosophie. Elles illustrent en fait la plénitude de vie à laquelle tout homme est appelé, parce que Rubens est un peintre catholique. Il arrive 50 ans après la fin du Concile de Trente, qui a demandé aux peintres en fait, de servir la foi et une vision de la foi qui montre que la foi doit s'incarner dans la vie, dans le corps, dans les sens. Et donc il fait une peinture extrêmement charnelle, incarnée, et où jusqu'à la peau de ces modèles reflète aussi les tourments de l'âme, leur joie, leur volupté. Il y a un article général et brillant de Bérénice Levet qui s'intitule « L'Empire des sens ». Je crois que c'est une peinture extrêmement incarnée, j'en parlais, qui est un hymne à la joie. En fait, avant Beethoven, Rubens est le premier compositeur de cet hymne à la joie qu'il décline à travers toute son œuvre, et un hymne à la puissance de vie, parce que c'est pas non plus un peintre totalement ensoleillé, floral, et qui ne serait pas conforme à la violence de la réalité. Mais quand la réalité est violente, la peinture l'est aussi, et représente cet affrontement en fait entre le bien et le mal. Je vous parlais de sa foi catholique et de son adhésion à la contre-réforme. Nous reproduisons dans le Figaro hors-série l'érection de la croix et la descente de croix du Christ, qui sont des tableaux foudroyants de talent et de nouveauté aussi, parce que Rubens représente cette scène comme s'il y était. En fait, le spectateur qui se retrouve en présence de ces tableaux a l'impression d'entendre les cris de ceux qui hissent la croix, de voir le regard du Christ qui s'élève vers son Père et de voir la tension de ses muscles. Il voit toutes ces couleurs virevoltantes que Rubens a découvertes en Italie. On dit qu'il a été foudroyé par la découverte de Titien et celle de Michel-Ange. Et donc, il fait la synthèse de tout cela. Et il représente cet empire des sens qui est à l'œuvre sur Terre, qui est en lutte pour sa rédemption et pour une plénitude de vie. Un travail très fouillé de plus de 100 pages mené donc rondement par le dernier hors-série du Figaro, consacré à cette exposition événement, donc à découvrir à partir du 4 octobre et jusqu'au 14 janvier 2018 au musée du Luxembourg. Donc on peut déjà le trouver en kiosque, ce hors-série. Est-ce que vous pouvez nous révéler aussi le prochain personnage, le prochain sujet du Figaro hors-série ? Le prochain sujet sera dédié à Gauguin, l'alchimiste, à l'occasion de la splendide exposition des Galeries nationales du Grand Palais sur Gauguin. Et le hors-série sortira le 12 octobre. Parfait, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Isabelle.